Covid l'a montré. Des fois, on a eu des épisodes, finalement, personne ne savait d'où ça venait, et on s'aperçoit qu'il y a un clapet coupe-feu qui est dysfonctionnel et que le traitement d'air ne marchait plus du tout dans un service. Donc, air, la dichotomie est trop simple, il faut changer. Et la solution, c'est sûrement de passer sur une analyse de risque. Mais après, personne n'était capable de dire comment on allait faire ça. La qualité de l'air intérieur est un élément déterminant du système. La meilleure infection, c'est celle qui n'arrive pas. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Chaque hiver, c'est la même scène. Un afflux massif de patients, des soignants sous tension et une attention accrue portée aux gestes barrières et à la gestion des risques infectieux. Bronchiolite, grippe, Covid, les virus respiratoires nous rappellent chaque année à quel point la prévention est un levier essentiel pour protéger les plus fragiles, mais aussi les professionnels. Et justement, depuis la crise Covid, certaines lignes ont bougé en profondeur. L'une des plus fortes, l'abandon du modèle gouttelette versus air dans les recommandations en hygiène hospitalière. Un vrai changement de paradigme que la SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière, a concrétisé dans une nouvelle recommandation sur la prévention des transmissions respiratoires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Pierre Parnex, médecin de santé publique, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, mais il est aussi l'un des visages engagés dans la prévention du risque infectieux en France. Administrateur et ancien président de la SF2H, il a contribué activement à faire évoluer les pratiques et les recommandations dans ce domaine. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. J'avoue que j'ai un petit stress quand même de vous avoir dans cet épisode parce que mes auditeurs le savent sûrement. Moi, j'ai fait mes armes aussi en tant qu'hygiéniste dans les hôpitaux. Et donc, quand on avait une recommandation ou en tout cas des messages du docteur Pierre Parnex, pour nous, c'était quand même un honneur. Donc, de vous avoir dans cet épisode, voilà, c'est pour moi très, très important. Et je suis en tout cas ravie qu'on puisse ensemble déjà parler de votre parcours, mais de ce que vous avez vécu aussi pendant cette crise Covid, parce que c'est vrai que je pense que vous avez été, on va dire, en plein dedans. Et puis aussi cette nouvelle recommandation sur tout ce qui est respiratoire, puisque je pense qu'aujourd'hui, on est en plein hiver et on est en plein dans toutes ces épidémies. Donc, ça va nous permettre aussi de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Et puis aussi, plus largement, ce que vous portez aussi pour l'avenir de l'hygiène hospitalière. Mais avant toute chose, Pierre, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Merci beaucoup. En fait, c'est moi qui ai l'impression d'être accueilli sur votre podcast, qui donne un souffle nouveau, un nouvel élan à la vision sur le système de santé et son futur. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. On vous avait dit qui j'étais. Moi, je suis médecin au CHU de Bordeaux, spécialisé en santé publique et prévention du risque infectieux. Donc, comme vous pouvez le voir à mon visage, j'ai quelques années derrière moi dans ce domaine-là. C'est vrai que moi, je suis bordelais depuis longtemps. J'ai fait un parcours plutôt scientifique au départ au lycée, puis après, moi, je me serais peut-être vu journaliste sportif, pour être honnête. Mais bon, j'ai une famille médicale, voilà, j'étais pas très aventurier, donc j'ai suivi la filière de médecine. Et je suis arrivé à poursuivre ces études. Et finalement, en fin de cursus, j'ai démarré un internat. À l'époque, c'était un peu polyvalent. On commençait par un semestre général ou en cardiologie. Et c'est vrai que là, j'ai découvert la vraie médecine. En fait, on arrivait interne, qui à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. La sécurité n'était pas du tout la même. Il faut, pour ceux qui connaissent le service d'urgence, à l'époque, il n'y avait pas de seniors dans le service d'urgence en permanence. Il n'y avait pas de radiologue. Donc, c'est un peu un pile ou face permanent qui était un peu angoissant. Et donc, c'est vrai que il y avait la spécialité de santé publique qui s'offrait à moi parce que j'avais passé l'internat, je pouvais le faire. Je me suis dit, je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'attire. Donc, je vais aller vivre cette aventure-là. Et donc, j'ai fait un cursus en santé publique. Et finalement, le dernier stage, j'ai découvert l'hygiène hospitalière avec deux chefs de santé publique qui avaient fondé la Société française d'hygiène hospitalière, messieurs Gachy et Labadie, et une infirmière, Claude Cueil, n'est plus de ce monde hélas, mais à laquelle je pense souvent, qui était fantastique, qui était très dynamique, qui allait sur le terrain, qui était convaincue qu'il fallait faire avancer les choses. Elle avait fait un mémoire d'hygiène qui était le bon sens et l'hygiène, et donc elle déclinait
ça. Et donc, j'ai adoré cette spécialité. Je me suis dit, c'est l'interface parfaite entre la santé publique, le soin au quotidien, les professionnels de santé. Et donc, comme j'avais fait un internat assez jeune, je suis parti au service militaire dans la foulée. Donc, j'ai fait aussi de l'épidémiologie et de la santé publique à l'hôpital Robert Picquet, qui est l'hôpital d'instruction des armées de Bordeaux. Et au retour, j'ai eu un poste. Alors, maintenant, les jeunes, ils font 6 mois de sabbatique ou plus, hein. Moi, je suis sorti de l'armée, je suis passé à l'hôpital comme praticien hospitalier et j'ai 33 ans de service. Voilà. Oui, donc on va dire que vous avez fait un saut assez rapidement finalement dans tout ce qui était hygiène. Les premiers, temps, en tout cas, quand vous avez commencé un peu à découvrir ce monde de tout ce qui était hygiène hospitalière, comment ça se passait à ce moment-là? Bah, à l'époque, en fait, on est au début des années 90. En fait, c'est un sujet qui est, je dirais presque confidentiel. C'est quelques spécialistes qui s'en occupent. Il y a des hôpitaux universitaires très en avance et le reste commence à se poser des questions sur ça. Donc, on est moins dans une structure qui est interrégionale, qui est là pour assister les gens. Au début, il y a assez peu de demandes, hein. En fait, à cette époque-là, ce qui va faire la différence dans l'évolution du système, ce sont les usagers de la santé, en particulier l'association Le Lien, qui va naître d'un épisode épidémique du début des années 90, en 92-93 à Paris. Et donc, de là va naître une association forte qui va révolutionner les choses, en fait, qui va faire changer la politique, la prise de conscience nationale du risque nosocomial et de sa nécessité de prévention. Et donc, on va avoir une période de bouleversement absolu d'un sujet relativement, même totalement confidentiel. En gros, la culture infirmière était préparée et acculturée à la prévention des infections. Tous les autres, ils savaient pas trop ce que c'était, en fait. Et là, ça va devenir un sujet politique, national, médiatique. Et donc, on va changer complètement de paradigme. Donc, il y a vraiment une révolution qui s'instaure dans les années 90 autour de ce sujet. À quel moment vous avez rejoint la Société française d'hygiène hospitalière? Alors c'est plus tard parce que moi mes chefs, moi, Monsieur Labadie a été président. Moi je suis devenu responsable du Séclin Sud-Ouest en 2005 et donc je suis devenu administrateur de la société en 2007. J'ai été élu à Strasbourg. Puis après en 2011 j'étais vice-président et président en 2015. Donc voilà. Et donc oui, pour nos auditeurs qui le savent pas, avant on appelait donc les Séclins qui ont été maintenant remplacés par les Sépias. Donc c'est pour ça qu'on a voilà des fois des petits mots, mais on avait déjà fait un épisode avec Anne-Gaëlle Venier, aussi sur vos recommandations. Et justement on avait abordé toute cette problématique de la santé publique qui était un peu souvent un monde un peu à part et qu'on connaissait peu. Donc c'était assez intéressant aussi d'avoir un peu, son parcours aussi à elle pour, savoir comment en tout cas un médecin peut arriver dans un département de santé publique, puis en plus après sur tout ce qui est infection maintenant associée aux soins, puisqu'on parle d'infection associée aux soins. Hem, Qu'est-ce qui vous anime vous dans votre travail au quotidien? Parce que c'est vrai que souvent je pense que vous devez avoir des confrères médecins qui doivent se dire: «Mais, c'est un métier tellement peut-être différent de ce qu'on a l'habitude de voir en tant que médecin?» Alors c'est différent parce qu'on soigne pas des patients au quotidien. Je pense qu'il est moteur dans la prévention, c'est l'objectif, quoi. L'objectif, c'est d'éviter des infections, éviter de la souffrance et des décès chez les patients. Alors, c'est assez conceptuel parce que par essence, quand vous les évitez, elles n'arrivent pas, donc personne va venir vous remercier de ce qui n'est pas arrivé. Donc voilà, il faut savoir se projeter sur ça et se dire, voilà, si un patient ne meurt pas d'une infection sur un cathéter veineux, ce qui arrive hélas encore, parce qu'on a mis en place des stratégies, parce qu'on les a portés, accompagnés à l'aide de nos collègues sur le terrain, ça vaut le coup, quoi. Donc ça, c'est le moteur global. Alors après, quand vous êtes porteur et responsable d'une structure financée par les deniers publics du contribuable, vous devez aussi d'utiliser au mieux les moyens mis à votre disposition pour rendre le meilleur service attendu. Donc ça, c'est quand même le cadre qui doit faire fonctionner ça. Et puis moi, alors, en tant que manager, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être de mon équipe. C'est-à-dire faire cohabiter, en fait, des gens qui sont heureux, qui se sentent bien d'être au travail avec l'atteinte d'objectifs. Mais en même temps, pour atteindre des objectifs, il faut avoir des gens qui se sentent bien et qui sont heureux. Sinon, les objectifs, ils seront pas atteints. Et on peut pas dissocier, à mon avis, le bien-être des gens et un objectif collectif. Donc ça, c'est important. Et puis, bon, c'est vrai que je prends un petit peu d'âge. Donc, quand on avance, on aime bien transmettre, accompagner les jeunes, leur donner des conseils. Le fait que j'ai eu souvent une position nationale fait que j'ai pas mal de contacts et des gens viennent me solliciter. Donc, c'est aussi agréable de transmettre, d'échanger, de voir. Puis, d'apprendre des jeunes parce que finalement l'innovation est permanente, elle continue, donc je crois qu'on s'émerveille tout le temps, mais je pense que l'idée de la prévention, c'est avant tout porter un espoir d'améliorer les choses, même si on le mesure par des indicateurs indirects. C'est un peu ça l'idée.
Ouais, je vous rejoins. Le petit clin d'œil que vous faites à un moment en disant, les patients viennent pas vous remercier, c'est vrai, c'est ça qui est un peu difficile dans ces rôles-là. Pour autant, quand, après vous avez aussi les équipes qui viennent vous remercier parce que justement ils ont compris, comment prendre en charge ces patients, comment éviter les infections, comment voilà mettre en place toutes ces actions de prévention. Voilà, c'est un petit moment de satisfaction, voilà, c'est un autre type de remerciement. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet puisque, bien entendu, tous nos auditeurs le savent, nous avons traversé une sacrée crise Covid. Je pense que les hygiénistes, dans leur intégralité, ont vécu, cette crise de manière très intense. Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là? Alors c'est vrai que c'était chacun a eu sa particularité de vie. Alors la crise Covid, moi je la vis, donc je suis, responsable du CEPIAS. Je suis plus administrateur de la SF2H à ce moment. J'ai fini mon mandat en 2019 et ma première présidence. Donc je m'occupe du CEPIAS et de sa mission nationale Mathis, donc qui est l'appui à la prévention et donc la communication. On a le site national prévention-infection.fr et donc je suis invité à ce titre-là au ministère dans les premières réunions en janvier où la crise n'est pas chez nous, mais on se dit qu'il faut quand même commencer à anticiper. Et c'est son émission qui sont délégués par Santé publique France et Bruno Coignard, qui s'occupe du département maladies infectieuses de la Santé publique France, me dit ça serait bien que vous gériez une page d'information. Donc on se dit on va créer ça. Au départ il n'y a pas grand chose et puis finalement cette page elle a été portée, elle a contenu tout ce qu'il fallait savoir sur la gestion de cet épisode au fur et à mesure et ça changeait tous les jours. C'était quelque chose donc qui a été quand même très intéressant à porter entre nous. Après, la crise n'était pas là. Alors nous, c'est vrai que dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas été trop impacté par la première vague, même si on l'a eu un peu, mais il y a eu plusieurs éléments. C'est-à-dire que nous, on a quand même 300 établissements de santé, 1000 EHPAD, on a été sollicités par même les secteurs hors les écoles, les industriels. Donc on s'est dit, si on va dans les structures, on va passer un jour et demi sur la route pour un établissement, on va pas y aller et on va répondre à distance, donc ce qui nous permettait de traiter 10, 20 établissements dans la journée, parce qu'on a eu une explosion des demandes. Donc ça a été notre philosophie d'organisation. Et après, moi, en tant que responsable, puis avec des missions nationales, j'ai essayé quand même de prendre du recul pour essayer de poser quelques concepts, parce que les concepts, on les avait quelques-uns, mais il y avait certains qu'on connaissait pas. Comment on évolue, comment ça se transmet, est-ce qu'il y a un risque lié à la projection dans l'œil, etc. Donc il y avait plein de choses qui évoluent en même temps. Il y avait les sollicitations médias parce que les médias étaient omniprésents pour avoir des gens qui voulaient répondre. Et les médias, ils vous posent des questions avant qu'il y ait les recos, c'est-à-dire, je vais inviter des amis à dîner, qu'est-ce que je dois prendre comme mesure? Donc, il y avait aussi tout ça. Alors, au début, vous répondez 1, 2, 3, 4, 5 dans la journée, puis après aussi de gérer un peu parce que il n'y a pas que ça à faire. Mais c'était aussi une partie du travail. Et donc, c'est vrai que c'était des journées assez bizarres qui étaient souvent de 5 heures à 21 heures. Où on essayait comme ça d'avancer avec les autres, de les conseiller, de répondre sur les forums, parce qu'on a un forum sur préventioninfection.fr. Donc, au fur et à mesure, on répondait aux questions qui se posaient sur les masques, sur tout ce qu'il y avait. Donc, c'était à la fois de la connaissance, de l'adaptation, de l'échange. Enfin, c'était une période quand même assez passionnante et assez bizarre parce qu'on venait travailler, il y avait personne dans les rues dans la période du confinement. Mais c'était assez épuisant aussi parce que moi, je sais que quand on a déconfiné la France en mai, moi, je me suis reposé un mois sans pouvoir plus faire grand-chose. Et puis après, j'ai eu la chance fin juillet de démarrer la mission aussi de conseil à l'Élysée. Donc, ça a été une période quand même assez exaltante, c'est sûr, hein, sur le plan intellectuel et pour un spécialiste du risque infectieux, on va pas dire qu'on l'espérait parce que c'est quand même des périodes difficiles avec un impact sur les gens qui est très fort, mais c'est passionnant de vivre une époque comme ça. Est-ce que justement vous avez eu l'impression, que justement tous ces métiers autour de la prévention des infections, ils ont été un peu mis en lumière un peu à ce moment-là et surtout on a peut-être, pu un peu mieux comprendre aussi leur importance? Je pense qu'il y a eu, bon, déjà, les soignants, globalement, étaient mis en avant, ce qui était positif. Il y a eu des métiers qui sont totalement inconnus d'habitude, qui ont émergé un peu, comme tout ce qui est entretien des locaux, tous les agents responsables du bio-nettoyage. Les gens ont compris quand même que c'est des gens qui prenaient des risques parce qu'ils allaient en première ligne faire les choses et que sans eux, on ne pouvait pas avancer et qu'ils avaient le courage de le faire, souvent pour des salaires assez misérables. Et donc, ça, il y a des gens qui ont été mis en avant. La prévention du risque infectieux, je pense que certains en ont pris conscience, pas toujours, parce que c'est pas toujours facile d'être en avant dans les médias à ce moment-là, mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience au moins du sujet. C'était déjà important. Après, les métiers, c'est autre chose, mais les professionnels, je pense, eux, ont perçu un peu mieux la prévention du risque infectieux avec deux aspects, c'est-à-dire
des aspects positifs, on a besoin de vous, on vous aide, et puis aussi des aspects négatifs, c'est-à-dire on manque de masques, d'équipements de protection, c'est votre faute. Donc il y avait ces deux composantes qui étaient pas faciles, et en gros, quand on a fait le bilan après, la moitié des équipes d'hygiène d'établissement avaient vécu ça de façon positive, et l'autre moitié de façon un peu négative. Donc c'était mitigé, je dirais, comme pour les professionnels sur le terrain. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est on peut avoir le regard extérieur, de voilà, en disant: «Tiens, ce sont des professions quand même, qui se sont battues au quotidien». Puis après on a l'intérieur où, ces équipes, elles ont été mises souvent un peu en première ligne et enfin, je vous rejoins puisque c'était aussi ça, d'avoir le côté à la fois, bon, positif, mais aussi, à chaque fois de nous dire: «Attendez, la recommandation, elle a encore changé. Pourquoi on n'a pas les bons masques? Moi, je supporte pas ce masque. Vous nous avez dit pourtant que ce masque, il était bon, maintenant aujourd'hui, il est plus bon». Donc c'est vrai que c'était difficile aussi d'aller au contact de ces équipes et de leur dire: «Bon, alors attendez, on va reprendre, on va faire plutôt comme ça aujourd'hui». C'était pas évident, je pense, vous, dans votre quotidien, d'arriver aussi à transmettre à vos équipes, bah, toutes les nouvelles recommandations. Oui, bien sûr, ça, l'évolution était permanente. On essaie d'avoir une certaine stabilité, mais en même temps, de temps en temps, il faut quand même un peu changer puis s'adapter, puisque quand il y a une rupture de stock, il faut inventer des choses qu'on n'avait pas vécues, hein. Par exemple, c'est vrai qu'on s'était jamais posé la question des masques en tissu, parce qu'on estimait que c'était quelque chose de, évidemment, d'une seconde catégorie, et en France, on les avait jamais étudiés, donc on a été en retard dans ce domaine-là. Mais en même temps, au niveau national, à un moment donné, l'Agence nationale de la sécurité du médicament a été chargée de gérer le problème, et en 3 jours, on a créé un concept, validation par la direction générale de l'armement, un truc quasiment impensable, quoi. Et finalement, on a réussi à inventer le concept du masque barrière, qui était quelque chose de dégradé par rapport au masque chirurgical, mais qui s'en rapprochait, dont on pouvait valider la qualité. C'était assez incroyable. Donc il y a eu des comme ça, sur la base de quelque chose qui était en retard et quelque chose auquel on n'avait pas pensé suffisamment. Finalement, des fois, en très peu de temps, on arrivait à trouver des solutions, quoi. C'était aussi assez passionnant. Alors évidemment, on passait du concept, bah non, ça c'est pas très utile d'utiliser ça, à ben maintenant on a un modèle, il faut y aller, il faut l'utiliser. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître un peu déstabilisant. Oui, c'est sûr. C'est vrai que je pense que le mot déstabilisant, c'était un peu le mot, en tout cas, de cette période. Avec recul maintenant, puisque, bah, là, voilà, on enregistre fin 2025. Hem, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment profondément marqué ou peut-être qui vous ont orienté différemment dans votre carrière, dans votre trajectoire? De façon globale, De façon globale, ouais. je crois qu'il y a des choses, les choses les plus marquantes, je pense, c'est la rencontre avec les associations d'usagers, ça c'est sûr. L'association Le Lien avec Alain Michel Serretti, qui est un industriel, donc avait aucune raison de s'intéresser au risque nosocomial. Mais d'un coup, il a une épouse qui est victime, et gravement victime de ça, et qui se lance là-dedans et qui nous envoie un regard complètement nouveau. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'était un regard professionnel de santé qui évalue la qualité des soins, donc toujours bienveillant. Oui, on n'est pas très loin, pas très près de la vérité, mais on va progresser. Bon, il y a encore 40% de mauvaises pratiques, mais ça va avancer. Et puis ça prendra 5, 10 ans, mais ça se fera. Avec des gens qui n'étaient pas du tout dans cette attente. La mauvaise pratique, il fallait qu'elle la corriger instantanément. L'absence d'hygiène de main était inadmissible. Ils nous confrontaient aussi à notre discours. Ben voilà, vous nous dites que surveiller les infections du site opératoire, c'est indispensable pour la qualité. Donc celui qui surveille pas, il est dangereux. Et donc c'est des choses auxquelles on n'avait pas été habitué au départ, qui surprennent, mais après travailler avec ces gens, voir aussi leur engagement, leur bénévolat, parce que c'était des gens quand même qui allaient accompagner des victimes d'infection pour les demandes d'indemnisation, qui faisaient 300 kilomètres le matin et le soir pour les véhiculer. Enfin, il y a aussi un bénévolat et un engagement qui est très fort. Côtoyer plus de victimes, hein. Après, j'ai eu aussi un épisode assez particulier et dramatique. Bon, il est médiatique, il a été médiatisé, on peut en parler, hein. En 2013, à Chambéry, il y a eu 3 bébés nouveau-nés qui sont décédés suite à des perfusions de nutrition parentale contaminée. Donc d'ailleurs, je crois que le procès pénal est toujours pas réalisé, mais il y a eu la procédure d'indemnisation devant les commissions régionales d'indemnisation et de conciliation, donc de Rhône-Alpes, et c'est quelque chose qui a été inventé par les usagers, hein. Beaucoup de choses sur le plan réglementaire dans ces dispositifs sont venues du militantisme des usagers, et donc personne voulait faire. Il y avait une première expertise qui avait pas été fructueuse, et personne voulait faire la contre-expertise. Et comme j'étais à l'SF2H, donc c'était l'épisode de 2013, mais la contre-expertise est de 2016, on m'a demandé, et j'ai accepté parce que mon collègue Jean Sarlang de Bordeaux, qui est pédiatre animateur, voulait être là. Et donc c'est vrai qu'on a
étudié les dossiers de ces 3 cas, reçu ces 3 familles. Il y avait plein de gens autour de la table parce qu'il y avait ceux qui avaient fabriqué la poche, ceux qui avaient contrôlé la poche, ceux qui avaient transporté la poche, tous les responsables de l'établissement de santé. Et finalement, ce qui était fort, c'est de voir la tragédie pour ces familles de perdre un enfant, c'est sûr. Mais tout ce qui va avec, des choses qu'on n'envisage pas. Par exemple, souvent les mères ont envie d'avoir un autre enfant, ni pour oublier, ni pour remplacer, mais pour se relancer dans un côté positif de la vie. Et elle nous disait que l'enfant qui était déjà là, l'aîné de la fratrie, lui disait, de toute façon, maman, ça sert à rien d'être enceinte parce que le bébé, il va mourir. Et donc, on voyait le traumatisme aussi de ces enfants. Et quand vous êtes confronté à cette réalité-là, ça vous donne beaucoup plus d'énergie et d'envie de dire, ce que je fais, ça a du sens. Et si j'arrive un jour à ne faire qu'éviter un décès par septicémie d'un produit contaminé, j'ai quand même gagné quelque chose d'énorme. Donc, je crois que c'est ces éléments-là qui à la fois vous touchent et vous poussent après pour continuer dans la prévention. Ouais, c'est le côté, enfin, c'est vrai que c'est souvent malheureusement, hein, des drames qui, nous font en tout cas, on va faire prendre un pas de côté pour essayer d'analyser aussi tout ce qui s'est passé et de pouvoir apprendre de toutes, voilà, de toutes ces erreurs et de voilà, de tous ces cas, dramatiques. Mais pour autant, c'est vrai que c'est la chance aussi qu'on a, dans notre système de santé en France, c'est de pouvoir, voilà, avoir, toutes ces analyses qui sont faites après pour, avoir des nouvelles recommandations, avoir, des nouveaux protocoles pour éviter, des drames comme vous l'avez cité ou alors pour éviter, on l'a dit en préambule, hein, des infections de sites opératoires, des infections de cathéter. Malgré qu'aujourd'hui, on sait qu'on en a encore, mais heu, en tout cas, on sait qu'on a des personnes qui travaillent pour arriver à comprendre, voilà, quels sont les protocoles à changer, quels sont les produits à utiliser, est-ce qu'on utilise mal, est-ce qu'on utilise trop? Il y a tout ce parallèle aussi qui est pas évident à faire et je pense que les équipes sur le terrain et c'est pour ça que c'était important, moi, pour moi, de faire cet épisode, doivent comprendre aussi, qu'est-ce qui se cache derrière, en tout cas, toutes ces recommandations. Donc c'est je trouve intéressant de pouvoir, voilà, discuter avec vous de tout cela. Mmh. Puis dans ces dispositifs, ce qui est important aussi d'indemnisation et de conciliation, c'est de répondre aux questions des familles qui ont souvent une culpabilité, qui comprennent pas, d'expliquer comment ça a pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé, et qui, voilà, leur faire prendre, c'est pas facile, mais un peu de recul et de distance sur le fait que c'est pas vous qui êtes en cause. Il y a eu des choses qui se sont passées, c'est pas forcément une responsabilité de l'établissement, et c'est un processus qui est arrivé à un moment donné. Et souvent, les gens ont beaucoup de questions et se représentent les choses de façon inadaptée, ce qui peut générer aussi euh, de l'agressivité vis-à-vis des professionnels. Et c'est ces moments-là où il faut essayer d'expliquer, d'apaiser et d'aider à avancer, pas dépasser parce qu'on dépasse pas, mais aider à avancer dans le cheminement des familles. Bien sûr, moi je me rappelle un patient qui avait une infection de porte à et qui, nous disait: «Mais c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû oublier de faire quelque chose», il était hyper enfin dans la culpabilité et c'est vrai qu'on lui disait: «Non, enfin, c'est justement on va creuser pour voir voilà qu'est-ce qui s'est passé», mais c'est vrai qu'on a certains patients qui peuvent justement se dire, «C'est de ma faute, parce que j'ai peut-être pas bien pris soin de quelque chose». Et c'est important, je vous rejoins, hein, sur les familles aussi, de pouvoir les accompagner dans ce cheminement, pour malheureusement, pour certains, on a des fins qui sont tragiques, mais même pour voilà des patients qui ont eu des infections et l'infection a guéri, je pense que c'est important qu'il y ait toute cette trajectoire-là pour arriver, voilà, à mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est important. Alors justement, on est en plein hiver, on n'entend que ça actuellement dans les médias, la grippe, la bronchiolite, le Covid. Et donc la SF2H a décidé, il y a quelques mois de cela, de sortir une nouvelle recommandation sur toutes les infections respiratoires. Alors c'est vrai que moi, dans ma carrière d'infirmière et d'infirmière hygiéniste, c'était très clair pour moi puisqu'on avait l'isolement gouttelette et l'isolement R. Ou on va dire plutôt précaution complémentaire gouttelette, précaution complémentaire R. Et là, c'est un vrai tournant puisque on abandonne complètement ce modèle gouttelette R. Qu'est-ce que ça change concrètement pour un professionnel qui nous écoute aujourd'hui dans son quotidien? Alors c'est une approche différente. Je pense qu'il faut le repositionner. Alors déjà, la SF2H avait déjà un peu évolué dans le passé, parce que les précédentes recommandations dataient de 2013, et même si c'était pas complètement repassé, enfin s'ils n'avaient pas été totalement identifiés par tout le monde, il y avait quand même une évolution assez significative, parce que jusque-là, les précautions gouttelettes, on disait c'était les gouttes de projection de proximité,
Et le masque, on le portait proche du patient, 1,50 m, 2 mètres, ça dépendait des recommandations. Et la SF2H, on avait trouvé une publication chinoise, en fait, à l'époque, qui avait montré que même les grosses gouttelettes se véhiculaient jusqu'à 6 mètres. Et on avait dit, finalement, même pour gouttelettes, vous mettez le masque avant d'entrer. Et on était les seuls au monde à avoir dit ça. Donc c'était quand même une révolution forte. Et après, je me souviens, quand j'étais président de la SF2H, en 2015, j'avais identifié une scientifique américaine, professeure Lydia Bourrouiba, qui est une mathématicienne à Boston, au MIT, prestigieux institut, qui fait de la modélisation des fluides, et en particulier des projections respiratoires. Et elle a revalidé ça de façon plus scientifique. Je l'avais invité au congrès de la SF2H à faire une communication dans la session internationale. Donc, j'avais découvert qu'elle n'était pas américaine, mais qu'elle était franco-algérienne. Et, et donc, on a cheminé comme ça sur cet élément-là. Et après, voilà, la crise Covid nous a amené à devoir repenser les choses et à comprendre qu'on pouvait plus raisonner aussi simplement. Alors, ça répondait à certains éléments, mais c'était trop simplifié pour aller plus loin. Alors, en fait, quand on a eu fini la crise Covid, il y a eu des collègues internationaux. Il y a un excellent podcast international qui s'appelle Infection Control Matters. Je vous le conseille si vous l'écoutez pas encore. Pour ceux qui aiment les podcasts, mais si, je pense que les gens doivent les aimer si vous êtes anglophone. Et ils avaient fait le tour de pas mal d'experts internationaux sur voir qu'est-ce qu'on avait appris du Covid et qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard. Et donc, tout le monde avait dit, moi j'ai eu le plaisir d'être interviewé, en gros, gouttelette, air, la dichotomie est trop simple, il faut changer. Et la solution, c'est sûrement de passer sur une analyse de risque. Mais après, personne n'était capable de dire comment on allait faire ça. Et c'était le challenge de la SF2H de bâtir ça, et c'était pas aussi simple que ça. Alors justement, moi, j'ai envie de savoir beaucoup de choses sur tout ça. Comment, en tout cas, vous avez repris donc la précédente recommandation et vous l'avez redécortiquée. Vous avez sorti les dernières études qui étaient sorties sur toutes ces infections respiratoires pour vous dire, est-ce que déjà dès le début, vous vous disiez on va abandonner ce modèle gouttelette air, c'est sûr, ou alors ça a été vraiment un cheminement pour arriver à la fin à dire bon, en fait, on y va, quoi. Alors, moi, j'étais plutôt dans ma tête de me dire, après tout ce qui s'est passé, les critiques qu'on a eues, les erreurs qu'on a commises, il faut être aussi objectif, les limites de notre connaissance, si on change rien, c'est quand même désespérant, quoi, pour préparer le futur. Mais c'était pas acquis. Tout le monde il y en avait qui disaient oui, c'est vrai que c'est bien de réfléchir, etc. Mais finalement, on a un modèle qui est assez fonctionnel, qui a été assez robuste, même s'il a eu des soucis. Donc, il y avait quand même des échanges on comprend que la théorie est différente, qu'il n'y a pas les grosses versions sceptiques, que c'est un continuum et qu'il y en a un peu partout, et ça varie selon les distances, les patients, la façon de les émettre. Mais, il y avait un vrai débat. Donc, l'enjeu, c'était d'abord d'élargir le groupe d'experts, pas de rester qu'avec des spécialistes du risque infectieux français, parce que sinon, forcément, on avait le risque de dire, ce qu'on a dit, c'était si pas mal et qu'on a été plutôt bon et on est content. Donc là, on a mis, Lydia Bourrouiba a accepté dans ce groupe, donc les meilleurs spécialistes de la dynamique des fluides qui sont mathématiques, modéliseurs, qui apportent d'autres visions. Et elle avait déjà évolué sur l'analyse de risque. On a mis les gens de l'INRS, donc qui est l'Institut de la sécurité au travail, donc qui aussi ont une vision plus sécuritaire de l'usage des équipements de protection individuelle. Et donc tous ces gens ont cheminé ensemble, et ça a été un cheminement, parce que le groupe de travail, en fait, il a commencé en mai 2022. On espérait finir en juin 2023, mais les recos sont sortis en octobre 2024. Donc c'est presque 2 ans et demi de réflexion. Et pour cheminer, pour arriver à se dire, oui, il faut y aller, il faut essayer de sortir de ça. Ça sera peut-être pas simple, ça va être un peu plus complexifié. Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes et préparer le futur, il faut se prendre ce risque-là de changer un petit peu. Alors concrètement, Pierre, on est dans un service hospitalier aujourd'hui. On est en pleine épidémie de grippe. Qu'est-ce qu'on met en place? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, c'est que la période épidémique dans la reco de SF2H dit quand on est en épidémie d'infection non respiratoire, il y a des gradients de mise en place des masques obligatoires pour les professionnels ou autres. Et ça a été bien repris puisque le ministère a fait ses recommandations et les établissements suivent les indicateurs de Santé publique France. Et quand la période épidémique est maximale, on commence à généraliser le port de masque. Tous les établissements le font pas forcément, mais il y en a quand même beaucoup qui ont suivi ça, qui a eu déjà un prêt. Alors après, dans les recos SF2H, la grippe,
on a mis en fait, on a classé en 3 catégories qu'on a nous-mêmes élaborées les micro-organismes en fonction de leur transmissibilité, de leur persistance dans les surfaces et dans l'air, et de leur dangerosité pour la victime de l'infection. Et donc on a A, c'est les moins dangereux, mais enfin qui posent quand même des problèmes, B et C. Donc la grippe, elle est en A, c'est-à-dire que ça peut tuer des gens, mais c'est pas les pathogènes qui va tuer tout le monde instantanément. Donc Quel quand que on soit est le type de grippe, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend parler que c'est un nouveau variant et cetera. On peut considérer que, La grippe on saisonnière, elle est toujours similaire. Alors après, c'est des virus H1N1, H3N2, il y a le B, ça peut varier, il peut y avoir des petites évolutions, mais c'est pas une grippe émergente, une grippe aviaire qui arriverait, qui serait complètement différente et là qui changerait de catégorie, on serait dans du C d'emblée. Donc là, on est dans une grippe saisonnière où le variant évolue un peu, s'il est plus ou moins adapté au vaccin, mais ça reste classique. Donc, et donc on a cet élément-là. Alors, ce qui change beaucoup dans les nouvelles recommandations, c'est que on a quand même intégrer que la qualité de l'air intérieur est un élément déterminant du système. Donc ça veut dire que la première réflexion, c'est quelle est la qualité de l'air intérieur. On l'a défini pour le moment avec le CO2 surtout, au moins pas plus de 1300 ppm, c'est un objectif pas trop ambitieux, mais on sait qu'il y a plein d'endroits et de locaux qui ne sont pas à ce niveau-là dans l'établissement de santé. L'objectif final, ça sera d'avoir 800, mais ça sera par étape. Donc, soit on a cette qualité d'air, qu'on a une bonne qualité d'air, et ça veut dire qu'en gros, si je fais des soins traditionnels, je vais porter un masque chirurgical et ça me suffit. Par contre, si je fais un aérosol, par exemple à un patient, donc on va générer des particules qui sont porteuses du virus, eh bien là, je vais me protéger un peu plus, je vais mettre un masque FFP2. Donc là, c'est la bonne situation. Par contre, si ma qualité d'air est mauvaise ou pas connue, parce que pas connue, c'est de principe mauvais, on peut pas jouer autrement, là, ça va être différent. Je vais devoir tenir compte si le patient porte un masque ou pas. 2, si mon soin est long ou pas. Donc, en gros, si je suis dans la meilleure situation, le soin est court, moins de 15 minutes, le patient porte un masque, le traitement, la qualité de l'air m'importe peu et je peux porter mon masque chirurgical. Mais si le soin est long, si le patient ne porte pas son masque, ou si je fais n'importe quel geste aérosolisant, ben là, je vais passer à un masque plus protecteur pour le professionnel. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire, je prends la situation, je prends le micro-organisme, est-ce que mon air est maîtrisé ou pas? Et en fonction de ça, je vais être plus ou moins serein dans l'approche que je vais avoir à gérer ou devoir prendre en compte des éléments additionnels de la réflexion. C'est un peu plus complexe, un peu plus délicat. Bon, après, si je sais pas, je mets la sécurité maximale, c'est dans l'instant. Mais vous avez accueilli Anne Galvenier il y a pas si longtemps que ça dans le podcast avec Bug Control. Elle est en train d'actualiser Bug Control pour que, avec l'outil, on puisse répondre très rapidement à la question quand je sais pas et que je suis de garde et que je suis tout seul et que j'ai pas un hygiéniste à portée de main. Donc, on aura les outils pour y répondre. Mais intellectuellement, il faut se préparer une démarche un petit peu plus élaborée, si on peut dire. Alors ça, donc pour moi déjà, ça veut dire que les équipes d'hygiène, en tout cas si c'est pas encore fait, vont, pouvoir travailler main dans la main avec les équipes techniques pour toutes les questions de, ventilation, d'air et cetera. Ce qui était peut-être pas le cas dans tous les établissements de santé. Moi, c'est vrai que j'avais la chance souvent de pouvoir travailler vraiment main dans la main avec toutes ces équipes techniques, mais ça peut peut-être aussi remettre un petit peu de sens et de faire mieux comprendre aussi l'importance parce que c'est peut-être quelque chose qu'on a commencé pour moi à faire émerger pendant la crise Covid. On s'est posé beaucoup de questions sur justement ces systèmes de ventilation. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a vraiment une démarche forte des équipes d'hygiène auprès des services techniques? Ah oui, je pense que c'est le meilleur angle d'attaque pour commencer, c'est-à-dire faire un peu ce carnet sanitaire de l'air. Il y a déjà Mmh. des établissements où ça travaillait, mais commencer à créer ce lien que la crise Covid l'a montré. Des fois, on a eu des épisodes, finalement, personne ne savait d'où ça venait, et on s'aperçoit qu'il y a un clapet coupe-feu qui est dysfonctionnel et que le traitement d'air ne marchait plus du tout dans un service. Donc ça, c'est important, se créer ce lien, il est fondamental et comme vous l'évoquez bien, je pense que il donne du sens des deux côtés, au service d'hygiène et prévention du risque infectieux, au service technique aussi, ça lui donne du sens à sa mission et à l'idée que on va contrôler. On va pas tout faire immédiatement, parfaitement, mais on va commencer à avancer et on va essayer de prendre les bonnes décisions, de s'adapter parce que des fois on aura un traitement mobile d'air pour compenser quelque chose qui fonctionne moins bien, etc., etc. Donc, mais je pense que c'est la première démarche à initier, c'est-à-dire on va pas la faire peut-être globale d'emblée, mais on va aller dans les services les plus concernés, des urgences, des services de pneumologie, par exemple. Et puis, on va généraliser cela petit à petit. Donc, c'est vrai que, même si c'est paradoxal, quand on discutait avec les gens de l'INRS dans le groupe,
c'est vrai que dans les établissements de santé, il y a des endroits qui sont même pas conformes au code du travail. Ben, c'est comme ça. Mais c'est facile de le dire. Ce qui est intéressant, c'est d'avancer, quoi, parce que plutôt que de se masquer la réalité, ben, on va avancer. On mettra des règles un peu plus strictes pour les endroits qui sont pas adaptés. Et puis petit à petit, on essaiera de les adapter et de progresser. Et puis surtout, quand on va construire quelque chose, on va essayer de le construire de façon adaptée d'emblée, quoi. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que là, on est très axé établissement de santé, mais comment ça se passe dans les EHPAD qui, eux, pour le coup, à mon avis, n'ont pas ou très peu de services techniques? Est-ce que c'est la même prise en charge? Comment on va dire, voilà, un infirmier qui nous écoute, qui travaille dans un EHPAD et qui a peut-être une épidémie de grippe aujourd'hui, comment il raisonne, lui aussi, dans son quotidien, en n'ayant peut-être pas toutes les infos à sa disposition? Bah, le principe est assez le même. Après, il y a des EHPAD où le traitement d'air est assez élaboré, d'autres pas, hein. C'est vrai qu'ils ont été confrontés quand même à tout ce qui était canicule, donc ils se sont adaptés sur des pièces climatisées, donc mais le principe est le même. C'est vrai que les services techniques sont pas les mêmes, mais les exigences réglementaires s'adaptent de la même manière. Ils ont aussi une exigence sur la qualité de l'intérieur, de l'air intérieur dans ces secteurs-là. Donc ça veut dire que aussi ils ont des certifications. Ils vont devoir mesurer le CO2 et à un moment donné, il y aura des choses qui devront se faire. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc après, si on est sur un phénomène épidémique, en ce moment, on a les VRS, on peut avoir du rhinovirus, on peut avoir du Covid encore. Ben là, on va avoir à la fois la gestion du cas individuel puis du cas collectif, c'est-à-dire que on a l'arrêt des activités collectives, on va avoir la gestion des lieux communs, qui a été quand même toute une difficulté entre professionnels, et le guide assiste bien, c'est-à-dire la contamination des professionnels se faisait parce que les gens, dans les pauses, ils restaient côte à côte et dans des locaux non ventilés. Donc, ça veut dire que faut penser à avoir ces pièces avec de l'espacement, avec de la ventilation. Donc, ça, ces éléments-là, on doit continuer à travailler. Puis là, on va avoir des régulations de visite, mais le port de masque généralisé, quand il se met en place, il se structure santé, mais médico-social aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de raisonner différemment, si ce n'est que on est dans une collectivité, donc là, ce qui est plus difficile, c'est de maîtriser les mouvements, de savoir à quel moment on le fait. Donc, bon, après, il faut quand même se le dire, on reste quand même porteur, nous, de la prévention, hein. La meilleure infection, c'est celle qui n'arrive pas, hein. Donc, ça veut dire que la vaccination reste quand même quelque chose de très fort. Je veux dire, maintenant, pour la grippe, on a des vaccins qui sont plus fortement dosés, qui sont conjugués, qui permettent aux patients aux résidents, en l'occurrence, d'être mieux protégés et de pas compter complètement sur l'immunité collective des autres. Ils seront mieux protégés individuellement. On a la vaccination pneumococcique qui vient d'arriver avec 2 très bons vaccins qu'on peut faire à 65 ans et après c'est fini. Et donc là, ça évite la surinfection après l'infection virale dont le patient peut mourir. Donc là, le VRS va arriver, il n'est pas encore remboursé en France, mais il va quand même aussi donner un boost parce que le VRS, ça tue aussi les résidents dans les EHPAD. Donc je crois qu'on a un ensemble d'armes, prévention et prophylaxie qui est important. Et donc, on l'a vu pendant le Covid, hein, quand on confinait les gens, ben, il y avait plus d'infection. On consommait beaucoup moins d'antibiotiques parce qu'il y avait plus de surinfection. Donc, ben, on ne peut pas faire ça tout le temps parce que c'est pas très fun. Mais par contre, ben, on peut jouer les armes qui existent. La vaccination est quand même quelque chose de fondamental. Et en plus, on est dans une période où il y a des nouveaux vaccins qui sont voilà intéressants. Le pneumocoque, on le fait qu'une fois, c'est pas la grippe tous les ans, hein. Donc c'est intéressant. Puis on va avoir du combiné bientôt grippe Covid en ARN messager. Donc ça évolue. Et je pense que il faut pas se priver des moyens de prévention qui avancent. Ouais, ça c'est on refait encore un rappel pour, ceux qui ne seraient pas vaccinés cette année pour la grippe. Vaccinez-vous, il est encore temps. On a encore une fenêtre de tir, voilà, durant Oui. cette Il y période aura au moins 2 épidémique. pics, on peut penser. Donc on peut y aller encore. Et je vous rejoins sur le côté aussi, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas énormément parlé après la crise Covid, du côté confinement, bien sûr, qui a été très compliqué, et on sait les dommages que ça a pu avoir. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que quand on a été confiné, il n'y a pas eu d'infection autre. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'allais chez le pédiatre et il n'y avait aucun patient chez le pédiatre. C'est-à-dire que c'était un pédiatre qui n'avait plus d'enfants malades. Donc oui, les confinements, ça a permis quand même d'arrêter la circulation de virus de toutes sortes. Donc c'est un petit rappel qui est important, parce que c'est vrai que les gens l'ont vécu souvent avec une contrainte forte, mais ça avait quand même eu un effet, on va dire positif, ou en tout cas du moins pour ceux-là, quoi. Quand cette recommandation elle est sortie, Pierre, est-ce que vous avez eu
des points un peu de friction, ou on va dire des contraintes. Comment ça s'est passé? Quels ont été un petit peu les premiers retours quand c'est sorti? Jaguar, comme elle a duré longtemps, on a pu l'annoncer petit à petit. Donc, les gens se sont psychologiquement préparés. Forcément, au début, ouais, c'est trop compliqué. C'est des gens, ils connaissent pas le terrain, etc. Il y a toujours cette partie de réaction là. Il y a ceux qui disent, bah moi de toute façon, je l'appliquerai jamais. Après tout, on peut prendre le temps. Hein. Je veux dire qu'ils peuvent encore appliquer les anciennes règles s'ils veulent, ils prendront le temps. Euh, L'idée de façon globale, c'est si on démarre pas un moment pour aller vers le futur, ben quand la prochaine pandémie arrivera, on ne sait pas si c'est 1 an, 2 ans ou 10 ans, ben, on n'aura pas progressé. Donc ça, on sait qu'il y aura des freins, mais c'est pas grave. Après, il y a des choses, c'est sûr, on sait qui heurtent un peu. C'est-à-dire, par exemple, on a préconisé le masque FFP2 apporté par les patients qui ont les pathologies les plus transmissibles, comme les tuberculoses ou tuberculose multirésistantes. Donc c'est vrai que comme là aussi, on avait des pédagogies qui étaient, le P2 c'est pour se protéger soi et les gens pensaient que c'était que dans un sens, alors que la membrane, elle fonctionne dans les deux sens. Ça, c'est vrai que ça surprend, mais en même temps, la protection à la source, c'est-à-dire le fait que celui qui est contaminé n'émette pas dans l'environnement, c'est ce qu'il y a de plus important dans la prévention du risque respiratoire. Et toutes les études pendant le Covid l'ont montré. Donc, si le pathogène est extrêmement dangereux pour les autres, très diffusible dans l'air, et que le patient supporte une protection supérieure, pourquoi s'en priver? Mais ça, c'est difficile parce qu'en fait, souvent, nos collègues ou les professionnels vont avoir l'impression qu'ils n'ont pas bien fait pendant la période précédente. C'est ça qui est un peu particulier en prévention. C'est-à-dire que si vous êtes en cancérologie, les gens vont changer de protocole de chimiothérapie tous les mois, tous les 2 mois, ça gêne personne. Alors qu'en prévention, quand on change les procédures, les gens ont l'impression qu'ils ont milité pour quelque chose qui était faux, ce qui n'est pas vrai. Ils ont milité pour ce qui était reconnu le plus efficace à un moment donné. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas évoluer et intégrer les nouvelles connaissances. Mais ça, c'est plus difficile à faire admettre en prévention, je trouve, que dans certaines pratiques cliniques ou innovations thérapeutiques, dès qu'elle arrive, on la met en place, qu'on se pose pas la question. Oui, et puis c'est surtout mieux perçu. De se dire: «C'est une innovation, c'est nouveau, on y va», alors qu'en effet sur, tout ce qui est prévention, moi je vous rejoins très bien, hein, on a toujours un frein. C'est automatiquement. Moi je me rappelle pour des équipes de bionettoyage quand on avait changé les protocoles de bionettoyage, terrible! Terrible de se dire qu'il faut arrêter de désinfecter les sols. Ça, on comprenait pas qu'on pouvait, passer par là. Donc c'est vrai qu'il y a souvent, après cette, comment dire? C'est difficile de faire changer peut-être aussi certaines mentalités. Moi, je vous rejoins sur les masques et moi, ce que j'ai trouvé intéressant justement sur la recommandation, c'est qu'il y a quand même une grosse partie sur tous les masques parce qu'on a entendu tellement de choses sur les masques FFP2, masques respiratoires, que je pense qu'il était bien aussi que, la SF2H clarifie un petit peu plus, voilà, la nécessité de tel ou tel masque, et du rôle de chacun. Voilà, puis sur les masques, les équipements de protection individuelle, il y a quand même beaucoup de progrès à faire. Hein. Un masque FFP2, il faut qu'il soit le plus adapté possible à la forme de visage du professionnel. Et donc, on peut pas avoir un seul masque s'adapter à tous les professionnels. Et donc, quand on avait travaillé pas mal avec l'INRS et le GIRES qui s'occupent du risque d'exposition au sang sur ce sujet. En 2018, on avait fait une première enquête. En gros, 70% des établissements de santé n'avaient qu'un masque, un type de modèle de masque, un masque et une forme. La SFDH avait fait un premier avis sur le sujet en disant qu'il fallait évoluer. Et en 2022, quand on a fait la deuxième enquête, il y avait quand même encore 35% qui n'avaient qu'un modèle de masque. Et 95% des établissements ne faisaient pas ce qu'on appelle les fit tests, c'est-à-dire les tests qui permettent de mesurer quantitativement si le masque qu'on a est bien adapté à la forme de son visage. Dans des pays, ils le font automatiquement, obligatoirement pour tous les professionnels. Donc, je veux dire que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un P2 que ça suffit, quoi. Il faut continuer à aller sur la vraie sécurité, celle qui offre le meilleur masque à la personne. Donc, on est sur ce chemin, mais c'est toujours un peu lent. Et puis, dans les pratiques aussi, la crise Covid a montré sur le plan scientifique quand même que l'œil était à risque, et qu'il fallait se protéger. Alors, il y a eu des grands débats dans le groupe. Est-ce que ça fait partie des recos transmission respiratoire ou est-ce que c'est des précautions standards? On a dit que c'était plutôt le standard à la fin. Mais c'est vrai que le port de lunettes de protection dans ces situations-là est extrêmement rare. Alors que, on a vu, les micro-organismes arriver via les particules de différentes tailles sur l'œil
ils passent par le canal lacrymal, ils tombent dans les fosses nasales, ils vont infecter les gens. Donc c'est aussi une voie de contamination. Et celle-là, alors elle a du mal vraiment à passer dans les esprits et dans la pratique, hein. Oui, et puis moi je me rappelle avec les équipes de réanimation, c'était un petit peu la guerre, de leur faire comprendre que quand on allait aspirer un patient, il fallait justement avoir, lunettes de protection, masque FFP2 et ça c'était compliqué. Mmh. Parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai que c'est important peut-être de revenir un peu aux basiques et de dire: «OK, bah, est-ce que vous vous rappelez comment se transmet une infection?» Peut-être il faut arriver à se détacher peut-être de la pathologie et de dire, en fait, on n'est plus sur de la pathologie, on est juste sur une prévention standard, pour justement vous protéger. Parce que, le but aussi, c'est que nos professionnels soient protégés. Bien sûr. Mais Donc c'est rappeler ces mécanismes de transmission et l'illustrer comment ça marche, je crois que c'est important. est-ce qu'il y a eu des erreurs fréquentes que vous avez, pu, on va dire observer, sur le terrain aujourd'hui, suite en tout cas à la diffusion de cette nouvelle reco? Ou des choses en tout cas où vraiment, hem, il y a les messages clés que vous aimeriez faire passer un petit peu aujourd'hui à tous les soignants qui nous écoutent? Bah, je crois qu'on a un petit peu parlé, je pense que la réflexion sur les lunettes est importante parce que c'est un élément quand même un peu clé et qui est complètement sous-estimé. Donc, je veux dire, après les gens vont dire: «Bah oui, la prévention ça a pas marché», mais ils ont même si on met un masque FFP2 et qu'on l'a bien choisi et cetera, qui est adapté à la forme d'usage, mais si on n'a pas de lunettes dans une situation où c'est nécessaire, ben, on peut se contaminer. Donc je veux dire qu'il faut être cohérent dans l'approche et ça c'est pas évident pour les gens d'arriver à avoir cette cohérence de tous les éléments de la prévention, quoi. Des fois, on va faire trop, pas assez, mais arriver à avoir le bon timing, c'est ça. Après, la pédagogie du masque pour le patient, c'est encore pas facile, alors tout parce que là, c'est vers l'usager, à quel moment il doit le porter. Ça va dépendre aussi des niveaux de recommandation, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt pour voir les bouleversements. Ce qui nous surprend, même au-delà des recommandations respiratoires de la SL2H, c'est que quand à nouveau dans un EHPAD, par exemple, il y a une épidémie, on a l'impression des fois qu'il redémarre à zéro à chaque fois, quoi. Et c'est ça qui est étonnant. Alors c'est étonnant à moitié parce que vu le turnover, c'était pas du tout les mêmes qui étaient là avant et qui sont là maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté à faire. Alors la mission MATI, ça fait plein d'outils et les missions nationales sur les checklists, les chèques IRA, etc. Pour se préparer. Mais ce manque de préparation annuelle à ces épisodes est parfois surprenant. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens sont étonnés de ce qui arrive et de ce qu'ils doivent faire et qu'ils ont oublié pas mal de choses. Donc, c'est, c'est plutôt comment on met en place ce processus d'organisation chaque année, d'être prêt, de vérifier si on est bien prêt, si on a tout le matériel, si les gens sont formés, connaissent les procédures. Et ça, c'est un combat annuel, je dirais, avec ou sans les évolutions de précaution. Là, elle complexifie un petit peu. On en est qu'au début, hein. Il y a encore des gens qui n'ont pas du tout implanté les choses, hein. Mais je pense qu'il y a quand même cet élément-là de se dire que, comme on l'a évoqué au départ, c'est un combat annuel. Il revient tout le temps et il reviendra tout le temps. Donc, comment je me mets en place? Est-ce que j'ai ma campagne de vaccination organisée? Et ça, on a un peu de mal à être aussi structuré que ça, alors qu'il le faudrait, hein. Oui, c'est ça, est-ce que voilà, j'ai, la bonne quantité de vaccins pour mes professionnels, pour mes patients? Est-ce que j'ai bien suffisamment de masques et des masques différents? D'avoir un petit peu, voilà, prévu puisque on sait très bien que les épidémies saisonnières, notamment là, on parle de la grippe, mais on pourrait parler aussi du covid, de la bronchiolite et cetera. On sait que malheureusement, ça revient chaque année. C'est alors des fois un petit peu moins forte, certes, mais on n'a pas passé en tout cas, des hivers sans aucune épidémie saisonnière. Ça malheureusement, ça n'a pas encore existé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une question d'anticipation des professionnels et c'est vrai que je pense que les équipes d'hygiène en tout cas ont toute leur place dans cette question aussi d'anticipation et de formation aussi auprès des professionnels. C'est toujours plus facile, je pense, de former des professionnels quand on n'est pas en période épidémique, qu'on n'est pas en période de crise, plutôt que, de les former un petit peu sur le tas, au moment où, on a 15-20 patients qui ont, une grippe ou un covid. On n'a plus le temps après. C'est trop tard. Exactement. Vous avez participé, vous, donc à la production de cette recommandation. Heu, Moi, j'ai une question simple. Qui décide de lancer une nouvelle recommandation? Qui décide de dire: «On va s'attaquer, à cette recommandation» ou alors on va en créer une nouvelle? À la SF2H, c'est le conseil scientifique, hein, qui fait quand même la politique. Et pour les grands axes comme ça, le conseil d'administration va valider, va dire oui, on est d'accord, etc. Mais c'est quand même le conseil scientifique qui est assez autonome pour la production scientifique de la société. Alors là, c'était un peu, dire presque implicite, même si c'était difficile de se dire, on sort de cet épisode-là, qu'est-ce qu'on a appris, quoi. Donc
et les recommandations étaient quand même anciennes, donc c'était le moment de les changer. Mais c'est vraiment le conseil scientifique qui décide de la politique de réactualisation des recommandations ou de création de nouvelles recommandations. Vous pensez que s'il n'y avait pas eu la crise Covid, on n'aurait peut-être pas revu aussi rapidement toutes ces recos sur tout ce qui Oui, est ça aurait rapport avec la. attendu un petit peu parce qu'en fait, c'est quand même très lourd, surtout vous l'évoquez, de la bibliographie analysée de façon profonde, toutes les références, sur celles qui sont pertinentes, qui le sont moins, les côtés. C'est un travail énorme. Donc, ça veut dire qu'on se silence quand le sujet est vraiment prégnant, quoi. Ouais. Et comment on choisit, on va dire, les experts qui vont, travailler pendant plusieurs années? Parce que moi j'apprends, vous voyez que c'est plusieurs années, en tout cas, pour arriver à sortir une recommandation. On n'a pas du tout cette notion, hein, quand on est soignant, on pense que c'est quelque chose qui a été fait en 3-4 mois. Comment ça se déroule, voilà, avec les experts? Comment ils sont choisis? Comment se déroulent les échanges? Vous vous réunissez tout le temps? Chacun a un rôle défini? Chacun va éplucher une publication scientifique? Bah, disons que les experts, voilà, ils vont être bâtis selon l'objectif et le thème. Il y a une partie qui va venir sur du conseil scientifique de la société, ça c'est sûr. On va essayer de solliciter les collègues de la discipline qui connaissent le mieux le sujet, selon les thèmes. On va aussi solliciter les sociétés savantes partenaires, demander à la société de pneumologie de nous envoyer ceux qui vont désigner un représentant, par exemple. Puis là, on a les partenaires extérieurs, l'INRS, donc qu'on sollicite, ils nous envoient des gens. Donc c'est un mélange. Il y a ce que nous on peut définir en tant que SF2H, puis le partenaire qu'on va solliciter ou les gens qu'on va identifier, les experts internationaux, Lydia Bouriba, c'est un peu ça. Donc c'est un mélange de ces éléments-là qui vont faire un groupe d'experts. Après, voilà, les gens peuvent être identifiés sur leurs publications, les travaux scientifiques qu'ils font, mais l'idée c'est que des gens qui aient une expertise dans le domaine, c'est évident. Et après, là, il y avait 4 sous-groupes de travail, donc selon ceux qui s'intéressaient plus à l'air, plus aux recommandations, plus à la dynamique de transmission générale. Donc après, les sous-groupes travaillent ensemble, puis il y a des chefs de groupe qui se réunissent avec les deux pilotes, hein, parce que les deux pilotes, c'était les docteurs Olivia Quetapers et Sarah Romano-Bertrand, qui ont fait un énorme travail là. Donc il y a des coordinateurs, des pilotes de groupe et le groupe de travail. Et donc, selon les phases, ils se réunissent entre eux à différents niveaux. Mais il y a énormément de réunions qui doivent être faites, de travail, d'écriture, d'analyse de bibliographie. C'est assez colossal, en fait. Surtout un travail comme ça qui met en place des nouveaux concepts qui n'existent pas. Donc, il faut les inventer, en plus les valider, ou d'autant que cela est possible. Mais donc, c'est vrai que une nouvelle recommandation, c'est un énorme travail, ça c'est sûr, hein. C'est pour ça qu'à la SF2H, en faire plus d'une par an sur un chantier, c'est des fois difficile. La preuve, celle-là, elle a mis beaucoup plus de temps. Mais c'est passionnant, hein. C'est le rôle des sociétés. Alors, on pourrait penser que ça pourrait être européen. Il n'y a pas trop d'organisations européennes dans ce domaine et puis, c'est vrai que des fois, l'Europe, tout le monde n'y adhère pas complètement. On n'est pas encore acculturé à prendre une recommandation internationale pour la décliner chez nous, mais ça viendra peut-être. Oui, et puis peut-être vos confrères aussi, enfin, je suppose que vous avez aussi des confrères, des autres pays européens qui vont peut-être aussi s'inspirer de la dernière recommandation française qui est sortie, peut-être pour, les appliquer? On espère, notre président Jean-Vinoc de Cousser a décidé de la faire traduire en anglais, donc ça aidera, je pense, à la diffuser plus largement. Mais par contre, on ne sait que les Belges et les Canadiens francophones y travaillent déjà. Donc ça se diffuse, vous voyez? Parce Ça se que diffuse, ce qu'on n'a voilà. pas dit, c'est que le modèle justement, c'est un petit peu donc, pour reprendre le côté air gouttelette, c'est quelque chose qui est un petit peu inédit, dans un pays, européen, c'est ça? Je pense qu'il y a pas d'autres Ah, même, il y a pays en fait. personne qui l'a changé pour le moment au monde, hein. On est les premiers à avoir tenté enfin même réussi, à passer au-delà. Puisque à l'OMS, il y a toujours les débats de dire oui, il faudrait évoluer, mais finalement c'est compliqué d'évoluer. Donc personne n'a tranché ça. Et là, voilà, il y a d'autres pays francophones internationaux qui regardent ce qu'on fait et qui essaient de mettre en place ou de prendre des choses. Mais c'est encore le tout début. On va voir ce que font les autres après. Il y en a sûrement qui vont rester à leur concept, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce qu'on arrivera à convaincre les autres d'évoluer vers nous? Ça dépendra aussi, voilà, de comment ça évolue, comment ça marche, comment les gens se l'approprient. Parce que maintenant, il y a tout un travail de pédagogie et de formation qui est vaste à mener. Oui, c'est ça. Il faut maintenant qu'elle soit, on va dire, appropriée. Maintenant qu'elle est diffusée, il faut qu'elle soit appropriée sur le terrain. Donc c'est là où tout va se jouer aussi et on sait que les recommandations, c'est pas parce qu'elles sortent, à ce moment-là, qu'un mois après, tout le monde se l'est appropriée. On sait que le chemin est beaucoup plus long et qu'il y a un apprentissage, voilà, de toutes les structures de santé, de tous les professionnels.
Est-ce qu'autour de la table de tous ces experts, des fois, vous n'êtes pas d'accord entre vous? Comment ça se passe à ce moment-là? Qui tranche? Ah ben, c'est régulier. Je veux dire que les experts émettent des avis qui sont pas forcément les mêmes. Après, il va y avoir une formulation, ça, on va évoluer sur la formulation des recommandations. Il y aura une cotation de leur niveau de force. C'est fortement recommandé, c'est possible, qui traduit le consensus plus ou moins fort des experts. Après, c'est des éléments, quoi. C'est des débats dans le groupe, des idées émergent et puis finalement on trouve une solution qui est acceptable par la majorité. Pas avoir recours à un vote pour si à un moment donné, si le débat n'est pas tranché. Des fois, il peut arriver que des experts disent, ben non, moi je me reconnais pas là-dedans, je sors du groupe. Là, c'était pas le cas, mais ça peut arriver aussi des fois. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas de consensus parce que si le consensus est trop fort, on sait qu'on ne va pas innover et qu'on ne va pas avancer. Donc, il faut qu'il y ait des débats d'idées et qu'on arrive à faire converger la pensée. C'est-à-dire d'abord sur la transmission, sur comment ça se transmet, sur ce qu'on a compris, et puis après sur comment on peut décliner ça en un opérationnel nouveau. Et c'est vrai que la matrice d'analyse de risque, ces différentes composantes, ça fait quand même l'objet de nombreux débats et d'évolutions, d'ajustements pour arriver à une solution finale qui a été jugée par l'ensemble du groupe comme adaptée et pourra être reportée après. Donc, mais il y a toujours des avis, heureusement, qui sont contradictoires, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que voilà, vous n'êtes plus président de la C2H, vous êtes quand même toujours sur le CHU de Bordeaux CEPIAS. Hem, Quels sont les projets pour vous à venir? Est-ce que vous travaillez sur des nouvelles recommandations actuellement? Est-ce que vous avez d'autres projets? On a parlé de Bug Control qui est porté par, Anne-Gaëlle Venier. Ça, je vous recommande en tout cas d'écouter cet épisode si, nos auditeurs l'ont pas encore écouté, surtout actuellement parce que je pense que ça peut vous simplifier la vie quand vous prenez en charge vos patients. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur, tout ce que vous faites aujourd'hui? Alors, côté SF2H, ce qui m'a beaucoup occupé pendant 6 mois, c'est le problème de l'éthanol en tant que biocide. Donc, c'est la substance active des solutions hydroalcooliques, puisque comme toute substance chimique, elle doit être évaluée par l'Agence européenne et la Commission européenne. Et donc, il y a un long processus qui visait à dire que ça pourrait être un processus, une substance marquée comme carcinogène et tératogène sur la base d'études par ingestion chez l'animal. Donc on sait qu'il faut pas boire d'alcool trop et que la femme enceinte ne doit pas en boire, ça c'est pas nouveau. Mais ça a nécessité de mobiliser beaucoup de gens parce que pour une réflexion purement d'une agence avec des gens qui sont très spécialistes d'un risque et qui étaient détachés complètement de l'usage. Il a fallu faire évoluer les choses et on a beaucoup milité, aller rencontrer les gens de la Commission européenne, de la Direction générale de la santé à Bruxelles, des ministères, des agences de santé en France et échanger pas mal avec les collègues européens. Et heureusement, dans la réunion du comité des produits biocides à Helsinki du 26 novembre, les pays n'ont pas statué en faveur, mais il faut encore évoluer. Mais vous voyez, il y a des fois des choses comme ça qu'on n'attendait pas et qui nécessitent une mobilisation forte et de militer parce que c'est la base de la prévention, l'hygiène des mains pour nous. Donc ça, c'est important. Après, on essaie toujours d'innover, d'avoir des projets nouveaux. Bon, c'est vrai que nous, côté CEPIAS, eh bien, on porte cette idée d'avoir zéro décès sur bactéries sur la veineuse périphérique. Donc ça nous oblige à innover, des nouveaux outils, des nouvelles approches, travailler le signalement, l'analyse des causes, enfin porter ces choses-là. Après, voilà, il faut s'adapter à la situation. C'est vrai que la situation est complexe. Faire de la prévention sur le terrain, c'est pas toujours facile. Donc, on doit inventer des méthodes pour soutenir les collègues. On a une locale de santé qui a décliné une technique d'analyse de la pratique professionnelle qui permet en groupe de pairs d'analyser des situations difficiles pour un spécialiste de la prévention et de voir comment les comprendre mieux et mettre en place les choses dans le futur pour les dépasser. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on s'adapte autant à la situation et c'est tellement complexe. Nous, on porte les missions nationales, donc on a toujours des idées, faire des nouveaux objets de prévention, des BD, de faire évoluer les sites internet. Donc, c'est vraiment un champ foisonnant. Donc, il y a toujours des envies et des choses à bâtir et à construire. À la SL2H, pas encore de l'organisation du congrès, donc ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc, les journées sont bien occupées. Puis nous, on est sollicités en tant qu'experts, donc on doit répondre aux questions des collègues. Donc, je crois que de toute façon, c'est un sujet un peu sans fin. Donc, il y a pas de souci. Il y a toujours des choses nouvelles à inventer, à faire et à transmettre. Donc, ça va. L'avenir ne pose pas de soucis.
Alors justement, si on a des auditeurs qui veulent un petit peu en savoir plus sur tous ces sujets d'hygiène hospitalière, parce qu'on a peut-être des jeunes professionnels qui se posent des questions sur peut-être un avenir professionnel qui serait un peu calqué sur toutes ces questions de prévention, ou alors tout simplement des personnes qui ont besoin d'en savoir plus sur la recommandation dont on a parlé, ou alors sur d'autres recommandations. Qu'est-ce que vous leur conseillez? D'aller sur quel site? Est-ce que nous, on peut vous contacter en direct? Comment ça se passe? Alors, qu'ils aillent sur préventioninfection.fr, sur le site de la CF2H, cf2h.net, c'est, je pense, les 2 sites de référence, il n'y a aucun souci. Après, avec plaisir, s'ils veulent me contacter, mon mail, il est un peu partout, pierre.parnex@chu-bordeaux.fr, puis sur LinkedIn, j'ai pas mal de sollicitations, c'est assez facile de se connecter. Toujours avec grand plaisir pour échanger avec des collègues, évidemment, ou des gens qui se posent des questions, ou qui ont un avis différent du mien, avec plaisir. Alors Pierre, moi j'ai une dernière question pour vous, une question rituelle dans ce podcast. Est-ce que vous auriez un professionnel de santé ou un acteur, en tout cas de terrain, qui gravite autour de la santé, que vous aimeriez nous recommander comme futur invité dans ce podcast? Ah, c'est pas simple, hein. Mais comme vous appelez quand même le temps de la relève, et que à l'étape de ma carrière, un des enjeux, c'est évidemment de préparer le futur et de savoir est-ce qu'il y aura toujours des spécialistes de la prévention du risque infectieux, est-ce que ça intéressera toujours les jeunes. Je pense qu'il y a un mouvement qui est le GPRI, qui est le jeune professionnel de la prévention du risque infectieux, qui mérite votre écoute, et en particulier, il y a Stouti Guerra Denis Petit, qui est praticien hygiéniste à la PHP, et qui porte avec un vrai enthousiasme, ce modèle. Elle est pharmacien hygiéniste, hein. Et je pense que ces jeunes s'y sont regroupés, ils ont montré que le métier était intéressant, ils ont communiqué différemment, ils sont toujours mobilisés. À chaque fois, ils ont du recul, de l'humour. Et je pense que ça vaut la peine, vous qui préparez la relève du système de santé et son futur, d'avoir ces jeunes-là qui portent ça, parce que je crois que chaque discipline de santé au sens large a besoin d'une relève. Sans relève, il n'y a pas d'avenir. Et comme on manque de professionnels, il y a de la concurrence. Donc, voir comment une discipline et des jeunes prennent le sujet et le portent, ça peut être intéressant, je pense. Et puis, elle a beaucoup de choses à raconter, donc je pense que ça pourrait être un très bon podcast. C'est noté, parce qu'en plus, c'est des personnes que je suis régulièrement et j'apprécie énormément leur travail, leurs petites vidéos. Je trouve ça super ce qu'ils font. Donc, ce sera un grand plaisir, en tout cas, de pouvoir les avoir sur ce podcast. Pierre, merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est notamment, je pense, beaucoup plus clair aussi en cette période d'hiver où peut-être on a beaucoup de professionnels, que ce soit dans les établissements de santé ou dans les EHPAD, qui se posent des questions. J'espère qu'on a pu répondre en tout cas à tout ça, et puis de voir un peu les coulisses. C'était très intéressant de voir comment ça se passe aussi, de constituer une nouvelle recommandation, des groupes d'experts. On est souvent à 10 000 lieues de penser tout ça. Donc merci en tout cas pour cet échange et cette authenticité. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marie-Noël. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.